Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans Précédemment, l'émission d'interview de Radio Verse, produite par la Nuit du Dimanche. Aujourd'hui, je reçois Olivier Marbeuf. Olivier Marbeuf, merci d'avoir accepté notre invitation et bonsoir. Bonsoir. Vous avez écrit Suite décoloniale, S'enfuir de la plantation, aux éditions du Commun. Mais avant, je voulais parler un petit peu de votre parcours professionnel, qui est, je vais dire, riche. Alors même s'il y a une ligne directrice dans votre parcours professionnel, qu'on retrouve aussi dans le livre, spoiler alerte, vous avez créé une maison d'édition, Amok, un lieu artistique, et vous êtes aussi artiste, commissaire d'exposition et producteur de cinéma. Je vais revenir sur le côté producteur de cinéma parce que ça m'intéresse particulièrement. On parle beaucoup de cinéma à la Nuit du Dimanche et sur Radio Verse, mais commençons par le milieu artistique. C'est quoi commissaire d'exposition? Rien que le mot déjà commissaire, moi ça me fait un peu peur. Oui, c'est le terme français pour curateur en anglais, ou on dit curateur aussi. Curateur, c'est un peu mieux parce que ça parle un peu de l'idée de soigner, de la curation, de soigner les œuvres. C'est celui ou celle qui va assembler donc des œuvres pour créer des expositions, qui va créer aussi des narrations à travers ses choix d'œuvres. Donc quand on voit une exposition, il y a souvent derrière un commissaire ou une commissaire d'exposition ou un ou une curatrice qui va avoir contacté des artistes, choisi des œuvres, les a assemblées pour créer cette exposition. Alors c'est moins vrai sur des expositions monographiques d'un seul artiste, mais c'est vrai aussi, il y a des choix. Mais sur les expositions collectives notamment, c'est vraiment un travail d'agencement, de choix, et c'est un travail de mise en récit, quoi. C'est-à-dire qu'après, il y a autant de curateurs, de manières de curater que de curateurs et de curatrices, mais disons qu'en fait, c'est une manière de mettre en rapport des œuvres pour raconter une histoire, on va dire. Donc, une exposition peut être pensée comme une succession d'œuvres qu'on montre, mais qui mises les unes au bout les unes après les autres ou les unes avec les autres en relation, crée une espèce d'idée, une espèce de, voilà. Donc là, il y a des gens dont c'est le métier. Notre métier, c'est aussi de visiter les artistes, de repérer des gens, de monter des expositions. Donc on est un peu cet intermédiaire qui est assez fragilisé par le marché de l'art notamment, parce que beaucoup de collectionneurs veulent passer en direct avec les artistes, mais on travaille avec des institutions publiques et privées, en associatif aussi, pour vraiment inventer ces expositions et ces manières de montrer. Mais du coup, quand vous montez une exposition, c'est un musée qui vient vous chercher, qui vous dit vous montez cette exposition, ou vous proposez au musée des expositions? Alors d'abord, on travaille pas qu'avec des musées, en plus, selon les profils, et moi mon profil, c'est vraiment un profil, le fil conducteur, c'est des questions d'autonomie. J'ai surtout produit des expositions dans des contextes que j'avais initiés moi-même, c'est-à-dire autant l'exposition, je la crée, autant en général le contexte d'exposition, je le crée, je travaille pour peu d'institutions en fait. Il y a des gens qui travaillent essentiellement pour des institutions. Soit ils proposent des projets, soit ils sont sollicités pour les faire. Moi, j'ai à la fois créé des expositions, mais aussi des lieux d'exposition. Donc, je me suis beaucoup intéressé à l'idée de fabriquer les conditions de présentation de l'art. C'est pour ça que j'ai créé notamment l'espace Kiasma, qui a, pendant une quinzaine d'années, en fait 20 ans en tout sur le projet, en banlieue, proche banlieue nord-est de Paris, a été un lieu à la fois de rencontre, de convivialité, un lieu où se retrouvent des activistes, des artistes, les gens qui viennent du champ de la pensée, mais aussi du voisinage, etc. Tout ce monde-là s'est retrouvé autour de projets d'exposition, programmes de films, etc. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé faire ce travail de curation était plutôt pour moi fabriquer des espaces de rencontre et puis des zones à défendre un peu. Donc ça dépend. Chaque commissaire d'exposition fait un truc différent. Moi, j'étais beaucoup lié au scène activiste, et je le suis toujours, et donc je suis quelqu'un qui suis vraiment dans une optique de fabriquer des lieux. Et l'exposition étant une forme de prétexte pour en réalité créer un espèce de lieu dans lequel on se retrouve et on échange. Ouais. Vous avez dit 2 fois le mot activiste. Je vais rebondir dessus parce que c'est ça qui transpire, j'ai envie de dire, dans votre parcours professionnel. Il y a un vrai militantisme. C'est ce dont je parlais tout à l'heure en disant qu'il y a une ligne directrice dans votre parcours professionnel, et c'est bien celui-là. Que ce soit de la maison d'édition au texte de théâtre la nuit juste avant le feu, si je me souviens bien, en passant par Suite décoloniale, ça transparaît dans votre effectivement. Je reviens sur curateur. Est-ce que le métier a changé, a évolué ou pas du tout? Parce que là, vous m'avez dit que ce métier-là avait été fragilisé par le marché de l'art actuellement, que les gens ne veulent plus passer par des intermédiaires.
Ça veut dire qu'il y a une vraie évolution du métier. Vous faites pas aujourd'hui ce que vous faisiez quand vous avez démarré? Clairement, mais il y a notamment c'est un métier très jeune, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on parlait pas de commissaire d'exposition en 30 ou quarantaine d'années. Il y avait plutôt les conservateurs pour les musées, quoi. Donc les gens qui jouaient le rôle de le terme on dit beaucoup, être conservateur de musée, ça veut dire vraiment qu'on conserve un patrimoine. Donc la question de curateur, c'est quelque chose qui est vraiment aussi associé à l'émergence de l'art contemporain dans ses formes qui, on peut dire, dans les années 70 et 80, 90 surtout, étaient aussi des formes considérées comme un geste intellectuel. C'était rassembler des œuvres, c'était raconter quelque chose, c'était porter un propos. C'est aussi des gens qui écrivaient, ce qui était mon cas. Donc écrire sur, réfléchir avec les artistes, donc prendre l'art comme un champ de la pensée, et pas juste un champ d'une économie de jolie bourgeoise où on met des tableaux sur ses murs, mais vraiment réfléchir avec les artistes en dialogue avec eux. Ça a beaucoup changé parce que j'ai envie de dire que quand même, en tout cas en France, le métier de commissaire d'exposition est assez associé à la puissance publique, à la présence de financement public dans l'art et à la volonté donc de créer comme la médiation des interfaces entre l'art et un public plus large et la fragilisation globale en fait de l'économie des financements publics en France pour l'art fragilise en même temps le métier de commissaire d'exposition, même s'il se pratique dans le privé ou dans le public. Mais je dirais que dans le privé, il est orienté vers d'autres idées, soit orienté vers le marché, trouver de la chair fraîche au capitalisme de l'art, soit faire le commissaire d'exposition pour les collections des gens riches, comme la Fondation Pinault. Et là, on est là pour déployer ce que le grand mécène a acheté pour montrer qu'il est intelligent et qu'il est qu'on est plus. Pour moi, c'était une commissaire d'exposition, c'est une pratique critique, quoi. On est là pour assembler des choses, mais on est là pour aussi mettre à jour des tensions, ouvrir des débats, montrer que le monde de l'art est pour eux à la société. Moi, je viens en plus d'une tradition qui est pas tant française que plutôt anglo-saxonne et même notamment anglaise, autour de ce qu'on appelle les cultural studies, études culturelles, qui, avec quelqu'un comme Stuart Hall dans les années 70 et 80, ont vraiment travaillé sur la question du rapport entre l'art et la société. Et on veut dire que nous, on a eu cette branche-là en France avec Bourdieu, dans une sociologie qui était peut-être d'une autre nature. Avec Stuart Hall, qui était d'origine jamaïcaine, il a aussi beaucoup plus intégré les questions raciales notamment et le racisme structurel dans cette réflexion-là, ce que Bourdieu a pas fait. Et moi, j'étais beaucoup intéressé par cette idée-là des cultural studies, où Stuart Hall, il dit chaque objet apparaît dans une société à un moment donné. Donc, il n'y a pas une histoire de l'art qu'on va rendre complètement autonome de l'histoire de la société. L'histoire de l'art est une histoire du moment qu'on vit. L'art qu'on fait maintenant, il est poreux et ça a été très vrai à un moment donné. Je dirais que l'évolution, la marchandisation de l'art et l'évolution vraiment d'un secteur privé avec des grands philotropes du capitalisme rend ça de moins en moins vrai, en fait. C'est-à-dire que on revient à une espèce de cour des Médicis, là où les grands mécènes décident de ce qu'on va montrer et pas montrer, mais le rôle des artistes comme étant connectés à leur société, étant créant des chambres d'écho de ce que la société vit, etc. Je trouve que c'est moins vrai aujourd'hui que ça l'a été à un moment donné. Je réfléchis, parce que d'expérience, moi, l'évolution, je l'ai vu justement dans la présentation des œuvres. C'est-à-dire que les expositions où j'allais, moi, quand il y a une vingtaine d'années, je trouvais qu'il n'y avait pas de narration, qu'on nous présentait des œuvres et puis basta. Et depuis quelque temps, effectivement, je trouve que lorsque je vais voir une exposition, je sens qu'on veut me raconter quelque chose, que ce soit une évolution d'un artiste ou l'évolution d'un thème au fil des siècles. Il y a cette et pour moi, spectateur visiteur d'une exposition, cette évolution-là, je la vois dans ce qui m'est raconté. Et je ne la voyais pas dans l'aspect purement capitaliste, je vais dire, de l'art, quoi. Je voyais pas ce que vous venez de dire, effectivement. Du coup, mais bon, peut-être ce qu'on peut dire en complément de ça, c'est qu'en fait, il y a aussi une école française. L'école française a été beaucoup plus réticente à la question de la narration. Moi, je viens aussi du récit, de l'écriture, on parlera de l'édition. Donc, j'ai abordé le métier de commissaire d'exposition, pas du tout en étant formé dans une école pour le faire, mais de manière autodidacte, à partir de pratiques narratives. J'étais déjà auteur. Moi, j'ai directement pensé qu'une exposition était quelque chose qui servait à raconter une histoire. Quand j'ai commencé dans les années 90, c'était pas du tout la tendance en France. On restait très attaché à l'objet d'art, à l'autonomie de l'œuvre, etc. Mais comme je disais, j'étais assez influencé par l'école anglaise, qui s'était beaucoup intéressée à la question de cette idée d'exposition narrative, en fait. ok, d'accord.
Ça me permet de faire le lien avec votre boîte de production de cinéma, Spectre Production, narratif. Donc là c'est c'est de l'image, hein, c'est des documentaires ou des fictions. Comment vous êtes passé de ça, de la maison d'édition, du lieu artistique, à producteur du cinéma? Est-ce que ça a toujours été dans un coin de votre tête de toucher à l'image, du coup, ou vous vous êtes dit à un moment donné, bah tiens, je vais me lancer là-dedans? Bon, moi, j'ai toujours travaillé avec les images et avec les récits. En fait, moi, j'ai jamais fait d'image sans récit. J'ai été illustrateur aussi. Je travaille en bande dessinée, parce que le début de mon parcours, c'est vraiment une maison d'édition de bande dessinée. Donc, le rapport image, texte et image-récit a toujours été présent dans ma pratique. Après, moi, j'ai été formé à aucune des disciplines que j'ai pratiquées. Donc, je suis, on va dire, je suis autodidacte de tous ces domaines-là. C'est un peu bizarre parce que ça fait assez longtemps que je travaille, donc quand on dit qu'on est autodidacte, mais qu'on a une assez longue expérience, ça a un sens un peu bizarre. Moi, je crois qu'on est toujours en partie autodidacte en art parce que c'est quelque chose qui est assez expérimental. Mais moi, j'ai pas abordé ça en faisant un grand cas, tu sais, du cinéma. Alors, le cinéma, c'est l'art, c'est comment, ou la bande dessinée, c'est comment. En tous ces cas-là, je n'étais pas formé à ça et j'étais même pas spécialement connaisseur. Je suis pas spécialement cinéphile, paradoxalement. En fait, moi, je me suis intéressé à toute cette question-là de manière structurelle. C'est-à-dire que dès le départ de mon parcours, à chaque fois que je me suis intéressé à une pratique, je me suis intéressé à la pratiquer de même, admettons, écrire, mais j'ai eu la nécessité de comprendre comment les livres étaient fabriqués. Donc, aller chez l'imprimeur aussi, apprendre de la typo, apprendre à faire de la maquette, apprendre la distribution, comprendre la chaîne. Là, c'est le rapport continu dans mon travail que je peux voir un peu rétrospectivement, hein, parce que j'ai commencé à 21 ans, ça fait plus de 30 ans. Et je le vois rétrospectivement, c'est un rapport assez matérialiste aux pratiques culturelles. C'est pas Mmh. tant le cinéma comme au festival de Cannes, les stars, les machins, de comment on fabrique un film et comment on essaie de maintenir une forme d'autonomie pour le faire. C'est ça qui m'a intéressé. Moi, je suis pas intéressé par le cinéma en général, mais je suis intéressé par le cinéma en particulier quand on s'intéresse à la question de créer des conditions autonomes de production. Comme pour le livre, comme pour le centre d'art Kiasma que j'ai créé vraiment avec un groupe de gens du début à la fin. On a récupéré l'ancienne imprimerie, on l'a rénové, on a fabriqué un lieu, on a créé des équipes, etc. Et après, voilà, moi, en faisant des projets, certains projets sont devenus un peu gros. C'est le cas de Centre d'Art. On a été plus d'une dizaine à travailler à un moment donné, même 12, 13. Et où j'ai mis une maison de production, on a commencé à produire beaucoup de choses. Je peux pas dire que c'est ce qui m'intéresse le plus dans ce métier, en fait. Et j'en suis un peu revenu, en quelque sorte. Là, je fais une pause sur mon métier de producteur parce que j'essaye de réfléchir, de revenir un peu en arrière et de réfléchir à comment on peut créer structurellement des choses un peu différemment. Parce qu'en fait, quand on apprend au fur et à mesure, on rentre dans des catégories. Moi, j'ai fini par avoir une maison de production qui est une société de production qui, au niveau statutaire, est un statut pas très intéressant. Et je suis plutôt revenu en arrière pour réfléchir à comment on pouvait créer des coopératives du livre. Je suis en train de travailler là-dessus en Guadeloupe, mais aussi des coopératives de cinéma, en tout cas d'autres outils qui sont plus politiques. Parce que voilà, quand on travaille sur la structure, moi ce que je juge, c'est pas tant le catalogue que j'ai fait, mon travail est connu, les gens aiment bien ce que je produis, j'ai une certaine image dans la profession, mais c'est moins satisfaisant que de faire une structure qui est pour moi politiquement juste, sur à quoi je consacre la décennie à venir, quoi. L'étape suivante pour moi, paradoxalement, c'est pas de continuer une carrière artistique sur la question de la renommée, mais d'innover dans les méthodes de production et dans les modes d'organisation collective de la production. Ça a l'air pas sexy, mais pour moi, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Non, mais je comprends. Et en plus, vous répondez, vous amorcez une réponse à des questions que j'ai eues à la lecture de votre livre. Et on va y revenir un peu plus tard, mais notamment sur, vous avez dit tout à l'heure que avant de vous arrêter à l'écriture, vous ne connaissiez rien, entre guillemets, à l'écriture, etc., etc. Vous en parlez dans le livre d'une certaine façon, j'y reviendrai plus tard. Et de même, votre dernière remarque aussi, à mon avis, le livre, c'est une invitation à trouver d'autres modes de fonctionnement, quoi. Ça tend le livre, c'est la question qui sous-tend le livre pour moi du début à la fin. Mais là, je fais des petits spoilers. On reviendra dessus un peu plus tard. Je voulais continuer un petit peu sur votre métier de producteur, du coup. Spectre Production, donc, est-ce que vous pouvez nous dire la ligne directrice de Spectre Production? En fait, c'est une maison de production que j'ai créée par voie de conséquence, en quelque sorte. Au sein de Kiasma, je suis moi devenu curateur de plus en plus dédié à l'image en mouvement. Donc les vidéos d'artistes, on va dire. Donc vraiment me spécialiser
Je sais pas sans le décider, mais parce que ça correspondait un peu à mes deux intérêts, la narration et l'image. Je suis devenu de plus en plus le centre d'art est devenu dédié à l'image en mouvement, présentant de la vidéo d'artistes, des installations vidéo, etc. Pour moi, on a également donné ce centre d'art associatif qui est soutenu par différents partenaires, à la fois municipalités, départements, régions, États, et puis d'autres financements qu'on montait progressivement. Je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant si on veut aller au bout de cette idée-là, qu'on ait notre propre structure de production qui produisent les œuvres qu'on expose. Donc c'était encore une fois une question d'autonomie. C'est aussi parce que les artistes avec qui je travaillais, qui tendaient de plus en plus vers le cinéma, ils étaient plutôt artistes vidéastes, ils commençaient à faire des films, et c'est vraiment ce qui s'est passé dans les années 2010, etc. Il y a vraiment une tendance il y a toujours eu un intérêt des artistes visuels pour le cinéma, mais là, il y avait vraiment de la possibilité, y compris technique, des outils, et j'y reviendrai, de pouvoir faire des films un peu plus ambitieux avec du matériel plus léger. Et il faut voir que tout mon parcours, autant en édition qu'en production, il va toujours être lié aussi à des questions d'innovation technique. Moi, j'ai été éditeur de bande dessinée parce qu'on a commencé à pouvoir avoir des ordinateurs individuels, ce qui paraît très banal pour des gens qui sont nés plus tard que moi. Mais dans les années 90, avoir un Mac pour faire une maquette, c'était un privilège énorme. Personne n'en avait individuellement. Il fallait bosser avec des boîtes, trouver des plans. Moi, j'ai fait tout à moc en squattant la nuit des agences de pub qui nous prêtaient un peu leur espace pour faire nos maquettes de bouquins. Parce qu'avant, on faisait tout à la main. Et donc, ces innovations technologiques, cette possibilité de diffuser après avec Internet, la possibilité de filmer avec un appareil photo, machin, pour moi, c'est vraiment des révolutions technologiques qui n'ont pas produit assez de révolutions sociologiques et épistémologiques, certaines, mais parfois pas complètement. Et donc, moi, je me suis beaucoup intéressé à ça. Comment, lorsqu'on a des outils d'autonomie pour faire des films, par exemple, on peut filmer avec un appareil photo, avec un zoom et avec un ordinateur, on peut monter, c'est accessible à tout le monde. Pourquoi le cinéma ne change pas radicalement et comment il se maintient dans un cadre de production relativement conservateur? Et comment nous, pour des gens qui sont plutôt intéressés à l'émancipation et au camp de l'émancipation, on ne s'est pas plus saisi de ces possibilités de faire du cinéma de manière plus pirate et qu'on est resté assez sage avec un désir de reconnaissance dans des festivals, des machins. Pourquoi on n'a pas créé Voilà, ça, c'était un truc qui m'a travaillé. Donc, je suis devenu producteur, en fait, presque parce que les artistes avec qui je travaillais avaient besoin d'une maison de production pour faire des projets plus ambitieux. Et je me suis un peu fait piéger, pour être tout à fait transparent, parce que la structure de production, c'est un truc sans fin, en fait. C'est-à-dire que vous devez tout le temps produire des choses pour financer le truc d'après. Et je suis en une espèce de spirale pendant une douzaine d'années où j'ai à la fois produit beaucoup de choses, mais parce qu'en fait, on est forcé de toujours avancer, comme pour une maison d'édition. Il faut toujours publier des choses si vous voulez survivre. Et donc, c'est comme si on devait toujours parler, même quand on n'a pas vraiment d'arguments. Et ça s'est un peu emballé parce que mon travail de production est devenu assez connu, mais je peux pas dire que ce soit complètement satisfaisant pour moi. Parce que les questions qui m'intéressaient, notamment structurelles, j'ai essayé de créer, par exemple, une plateforme de mutualisation des artistes autour du matériel de montage, et ça n'a pas bien fonctionné. J'ai accompagné des gens qui fonctionnent de manière assez individualiste et j'ai pas réussi à les convaincre de ma volonté de, en plus, faire des contenus politiques, d'avoir des infrastructures politiques. Et là, aujourd'hui, moi, je suis très, très intéressé par l'infrastructure politique parce que je pense que le monde de l'art, comme du cinéma, s'est contenté de contenus dits politiques en croyant que c'était ça la politique. Et en fait, lorsque les choses commencent à tourner mal, comme en ce moment, on voit que l'absence de politique structurelle, on la paye très cher, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas appris à construire des structures autonomes. Et là, les coupes budgétaires, l'arrivée de l'extrême droite au niveau global et au niveau européen et au niveau français, on est totalement désarmé parce qu'on a passé 20 ans à croire que faire de la politique, c'était de mettre un peu de politique dans les films, en fait. Alors qu'il aurait fallu qu'on crée des organisations, en fait, qui nous permettent de nous protéger des effets délétères du capitalisme autoritaire, plutôt que de faire des petits films qui en parlent. Oui, j'allais justement vous dire que on parle beaucoup de cinéma sur Radio Vert, c'est la nuit du dimanche, et on se fait parfois la réflexion que certains films ont un petit côté politique. Mais si je comprends bien, vous dites que c'est pas assez. C'est pas assez à l'écran et c'est pas assez chez les personnes qui font le film. Si j'ai bien Ben oui. compris. De toute façon, voilà, la question, c'est où est le politique dans le cinéma? Est-ce que c'est dans le sujet du film qui vous parle de quelque chose? Je vais donner un exemple très simple. On a tous constaté ce qui se passe et qui se passe ou se passe pas parfois malheureusement avec MeToo. MeToo, en fait, c'est quelque chose qui va révéler à tous ceux qui ne connaissent pas le cinéma qu'il y a une présence extrêmement importante de violences sexuelles et sexistes dans ce domaine. Mais en fait, c'est le bout de l'iceberg. En fait, produire du cinéma à une certaine échelle, c'est un processus assez violent.
qui contient plein d'autres violences. Simplement, il y a des classes sociales qui ont réussi à faire monter certaines violences, notamment la montée en puissance des femmes, et notamment en France des femmes blanches, dans l'organigramme de pouvoir. Eh ben, elles ont réussi à mettre à l'agenda un truc que tout le monde sait. C'est un domaine très sexiste, c'est un domaine de violence sur le corps des femmes, et le chiffre, il est astronomique. Je veux dire, c'est complètement étouffé par un système qui s'autoprotège, par des gens qui se soutiennent, et on va chercher quelques figures coupables, même des grandes stars, pour dire, bah, lui, c'est un mec dégueulasse. Mais trouver un mec dégueulasse, moi, j'ai pas envie de défendre un mec comme Depardieu. Franchement, ce qui lui arrive, c'est tant mieux c'est tant mieux, quoi. Sauf qu'en fait, en réalité, en focalisant sur lui, on essaie de protéger le système. Moi, je pense que le système est sexiste. Le système est violent pour les femmes. C'est pas juste quelques mecs, en fait. Donc, c'est là aussi qu'il y a des stratégies non politiques. Un vrai rapport politique au cinéma ne doit passer par le fait de savoir comment sont fabriquées les choses. Si vous êtes devant votre écran en tant que spectateur et vous regardez un film et vous allez juger s'il est politique ou pas, si vous savez pas comment c'est fabriqué, moi, je crois qu'on peut pas parler de politique. C'est un rapport matérialiste. C'est un métier. Les choses, elles sont fabriquées. C'est des travailleurs et des travailleuses qui viennent. Une durée donnée avec des contrats. Il faut connaître les types de contrats, les types de contraintes. Si tu peux pas te dire, ah, tiens, ce film, il est politique, et derrière, en fait, je sais pas, une cadreuse qui râlait parce qu'un acteur se comporte mal, elle a été virée du tournage. Et toi, tu vois un film qui parle de politique, mais en réalité, qui est extrêmement violent et très conservateur, quoi. Donc moi, je pense que le cinéma, c'est un secret bien gardé. Et la manière dont c'est produit, peu de gens le savent, et que ce qui éclate un tout petit peu avec MeToo, c'est le bout de l'iceberg. C'est-à-dire que MeToo a réussi à percer l'espèce d'omerta qui entourait ce domaine-là. Mais c'est pas suffisant parce qu'il y a beaucoup d'autres questions. Et ce que je citais là en particulier, c'est que c'est aussi, par exemple, le premier cas de MeToo vient d'une femme noire qui a été agressée dans le cadre d'un film. Mais sauf que la question raciale a complètement disparu tu vois, alors qu'évidemment, le cinéma est aussi un espace extrêmement raciste. Et donc, effectivement, c'est pas le tout que faire des films, mais c'est trouver des manières de les faire. Et là, c'est aussi la responsabilité des producteurs. Et autant vous connaissez des cinéastes et des acteurs et des actrices, que je me défie de connaître des non-producteurs. C'est vraiment les personnalités qui sont complètement cachées, en fait, de ça. Alors que pour moi, il y a une très forte responsabilité. J'ai fait un long entretien qui s'appelle Pour un cinéma décolonial, qu'on peut trouver sur YouTube, où j'essaie de développer l'idée qu'en fait, si vous voulez vraiment décoloniser le cinéma, il faut commencer à ce que les producteurs prennent la parole un peu plus. Parce que le producteur, c'est celui qui est le témoin et qui peut être le complice de comment le film est fait. Et moi, quand je parle des films que je produis, je parle évidemment du film lui-même, mais je parle toujours de comment on l'a fait. Et comment on a essayé de faire au mieux, qu'est-ce qu'on a essayé d'éviter, Et j'ai l'espoir que ça se voit à l'image. J'ai l'espoir qu'on se dise, tiens, ce film-là, on sent que quelque chose s'est passé différemment, etc. C'est pas toujours le cas. Mais pour dire, voilà, pour moi, le cinéma politique, ça ne peut pas être la thématique politique. La vision décoloniale du cinéma, comme de l'art en général, ne se passe pas que dans ce qu'on nous montre, mais aussi dans ce qu'on nous montre pas, et avec le désir du spectateur d'en savoir plus. Quand tu vas en festival, moi, je trouve que le public pose pas les bonnes questions, en fait. J'ai envie de leur dire, mais c'est pas ça qu'il faut demander. Tu vois, les gens, finalement, c'est comme si on te sert un truc et tu le prends pour la vérité. Et tu dis, je sais pas, j'ai l'impression que dans votre film, il y a un truc peut-être qui s'est passé, vous pourriez nous en dire plus sur A, sur B ou sur C, quoi. Et donc ça, c'est à ça que j'aimerais bien éduquer, notamment pour les gens qui sont plus intéressés par les questions militantes, de dire la politique, c'est là qu'elle se trouve dans le cinéma. Donc comment c'est fait? Comment c'est fabriqué? Ok, c'est passionnant. J'avais pas du tout vu ça comme ça, et du coup, je comprends beaucoup mieux votre. Je crois que c'est dans le deuxième chapitre ou dans le troisième, où justement vous parlez de ça. Vous parlez qu'il faut connaître. Faut pas juste donner une caméra à quelqu'un, mais il faut aussi lui expliquer comment ça fonctionne derrière, les contrats, etc. Mais là, je spoil un peu, pardon, et on y reviendra un peu plus tard. La vidéo dont vous nous avez parlé là, c'est avec PDH, c'est bien ça? Ou c'est Non, c'est une vidéo que j'ai fait avec un jeune projet site internet qui s'appelle Virage, au pluriel, et qui est très très bien, en fait, qui est un très beau projet de cinéma décolonial. Et c'est une vidéo qui a beaucoup tourné, où là, autour d'un film que j'ai produit qui s'appelle Les Voies croisées, de Raphaël Griset et Bouba Touré, je déplie un peu ce film-là et j'essaie d'expliquer, en fait, ce qui, à mon avis, c'est un film très politique et c'est un très beau film. Mais je pense qu'il y a encore des couches politiques possibles, et j'essaie de montrer comment un producteur, en parlant d'un film qu'il a produit, rajoute encore à un film déjà assez marqué politiquement d'autres niveaux donc mettre en avant le fait que le récit du producteur peut être un endroit qui est, parce qu'en fait, aux États-Unis, par exemple, le producteur est celui qui amène l'argent, point. On est ceux qui gèrent l'argent, donc on a l'impression que tu es complètement en dehors
de cette question de comment ça se passe ou de la question artistique, alors que moi qui suis un producteur dit créatif, j'accompagne des artistes et des cinéastes à faire leurs films. Je suis aussi celui qui trouve l'argent, mais pas que. Mais trouver l'argent, c'est toi qui fais les contrats, c'est toi qui fais les. Donc là, tu as un niveau de connaissance où tu es, je dirais, la seule personne qui sait tout du film. Ok. C'est aussi simple. Si tu fais une interview avec un cinéaste, le cinéaste ne sait pas tout du film et n'a pas envie de tout savoir. Seuls les cinéastes vraiment politiques ont envie de tout savoir. Ont envie de savoir quels. Pardon, je vous écoute. Allez-y. Oui, envie de savoir quel a été le contrat qui a été passé, comment ça se. Parfois, ils se disent, moi, je me dégage des questions d'argent et d'emploi pour me concentrer sur mon film. J'ai pas envie de m'y intéresser. Certaines personnes s'y intéressent. Ça dépend des gens. Mais en tout cas, nous, on sait tout, y compris les petites embrouilles qu'il y a eu, y compris les problèmes, y compris les échecs. On a toutes les étapes aussi d'écriture du film. Le film n'était pas écrit comme ça au départ. On a dû changer ça. On a réécrit, machin. Tout ce qui reste, en fait, de toutes les cicatrices du film, on les connaît. Et je trouve que la tendance des festivals ou des programmes de communication fait que les cinéastes, une fois qu'ils arrivent à la fin, il y a un rapport d'amnésie, en fait. Tu effaces tout, parles du film, tu es entraîné dans une espèce de récit un peu héroïque du film. Peu sont les cinéastes capables vraiment de parler des impasses qui ont peut-être créé une nouvelle forme, une nouvelle idée, quoi. Donc on parle toujours d'un tout est beau, tout est super, tout a été anticipé, alors que parfois les cinéastes ils se sont complètement trompés sur ce qu'ils voulaient faire. On s'est cassé un peu la gueule et qu'il a fallu tout récupérer, et que c'est pas toujours eux d'ailleurs qui ont récupéré le truc. C'est parfois aussi des collaborateurs autour, c'est parfois des producteurs, c'est parfois d'autres techniciens. Donc pouvoir parler de ça sans dire merci à mon producteur, merci à mon monteur, merci à mon cadreur. Parfois, en fait, les cadreurs, les techniciens, ils sont fâchés contre les cinéastes. Ça a été une très mauvaise expérience. Parfois, les producteurs aussi, ils sont fâchés. Mais t'entendras jamais ça, en fait. Quand tu arrives publiquement, tout est effacé. Et du coup, moi, je trouve que notre contribution à l'histoire d'une société, elle est faible parce que ce qu'on a rencontré comme problème en faisant un film, c'est ce que n'importe qui rencontre comme problème en faisant un travail collectif. On est dans la société, n'importe quelle expérience collective, il va y avoir des trucs, ça se passe pas bien, il va y avoir, on va se casser un peu la gueule. Raconter ça, ça permet à la société de se dire, voilà, entre êtres humains en 2025, dans une société du capitalisme finissant, on a les mêmes problèmes que tout le monde, quoi. Les problèmes de narcissisme individuel, d'égoïsme, de manque de reconnaissance, les types de violence qu'on connaît partout, on les vit au quotidien. Et ça aiderait les gens à se dire, mais tu vois, ce film-là, c'est traverser un moment collectif de X années avec des temps forts, des temps faibles, pour aboutir à cet objet-là. Ah ben ça, c'est très peu raconté. Et c'est un peu dommage. Mais pour apporter de l'eau à votre moulin, il y a eu un exemple récent cet été avec le film de... j'ai dit son nom sur le bout de la langue, excusez-moi, Cadmerade. Avec le film de Cadmerade, où le producteur du film a vomi sur le film qu'il a produit en disant que c'était un film de merde. Et j'ai pas, au jour d'aujourd'hui, si vous me permettez l'expression, j'ai toujours pas vu le pourquoi ce revirement du producteur. Comment un producteur peut arriver à dire j'ai mis de l'argent dans ce film, mais n'allez pas le voir, il est nul. Ouais, c'était assez étonnant. C'est un cas de figure assez rare hein, pour cette taille de production-là. C'est très rare que ça arrive. Et finalement, on n'aura rien appris, effectivement, comme tu le dis, on n'aura rien appris du pourquoi. C'est très rare hein, pour les productions où là, c'est quand même des grosses prods, c'est des gros sous. En général, même quand il y a des désaccords, tout est un peu mis sous le couvercle pour que l'exploitation du film, comme on dit, se passe bien et après on discute. Parce que qu'il y ait des problèmes, il y en a tout le temps, des problèmes, mais qu'un producteur, effectivement, lui-même dégage son film, ça, il y a une histoire qu'on ne connaîtra peut-être jamais, malheureusement. Ok. Juste entre parenthèses, vous avez parlé de la vidéo virale. Je ne connaissais pas cette vidéo. Ça a l'air, le sujet m'intéresse beaucoup. Du coup, je préviens les auditeuristes que je la mettrai en lien dans la description de l'épisode et sur notre site internet. Vous pourrez cliquer dessus si le sujet vous intéresse autant que moi. Je vous propose de passer à votre livre Suite décoloniale, s'enfuir de la plantation. C'est aux éditions du commun. Je vais commencer par lire un extrait, ou plutôt 2-3 extraits, qui pour moi sont importants, mais je vous dis pas pourquoi. Je vais commencer par le début. J'avais décidé de publier un livre assez simple, un peu contraint par la réalité de ma situation matérielle. Je n'avais pas le temps, pas les moyens pour dire ou écrire des choses qui étaient pourtant vitales pour moi. Il ne me restait que la colère, l'archive intérieure qui te dit que tu sais quelque chose qui ne passe pas, qui ne passe plus. Il allait pourtant bien falloir recracher quelque part cette pierre précieuse déposée dans le ventre. Je vais m'arrêter là parce que tout de suite, votre style, il marque.
C'est-à-dire que tout de suite, moi, je lis ça, je me dis, ben là, je suis en train de lire un roman. Il y a un peu ce souffle dans votre écriture. On se dit, moi, j'ai commencé, je dis, waouh, ok, super. Je vais tourner les pages, je sens page après page, je vais les tourner. Il y a ce souffle-là. Est-ce que ça, vous avez écrit de la poésie, vous avez dit, vous avez fait de la BD, etc. Donc vous êtes, comme le dit le livre, un conteur. Ça, vous l'avez travaillé ce style avant de d'écrire ou alors je vais mettre des guillemets, hein, et je vais dire très bêtement ou très bêtement, c'est quelque chose qui finalement votre style il est acquis maintenant. C'est comme ça que vous écrivez ou quand vous écrivez vous le travaillez, vous le travaillez, vous le travaillez. Bah, dans le cas de ce livre-là en particulier, qui est donc un livre un peu hybride, parce qu'on pourrait dire que c'est un livre théorique, politique et aussi poétique, ça a été un peu plus compliqué que sur d'autres choses. Pour prendre La nuit juste avant le feu, mon dernier livre de théâtre, c'est un geste, c'est une unique phrase, c'est un style, c'est un livre avec un style, quoi, très clairement. Mon travail poétique aussi. Là, c'était compliqué parce que c'est un livre qui se trouve à l'intersection de différents champs sur lesquels j'interviens. Le champ de la théorie de l'art, le champ politique et un champ poétique, parce que évidemment le début du livre est aussi un début de livre et sur ma question de excusez-moi, de ma position d'énonciation, c'est-à-dire à partir d'où je parle, qui est un des sujets du livre aussi, hein, depuis où on parle et vers où on parle. Et donc là, ça nécessitait de trouver une langue pour pouvoir en fait dire, comme je l'ai dit un petit peu pour le cinéma, parler de certaines choses, mais aussi parler de ces choses-là d'une certaine manière. C'est-à-dire avoir vraiment aussi dans la manière qu'on sente quelque chose, comment dire, une partie de l'histoire se passe dans la langue. Moi, je suis guadeloupéen d'origine et c'est vrai que je voulais aussi qu'on sente une manière de parler, une manière d'écrire qui fait écho à des manières de parler et d'écrire aussi dans cette région du monde. Donc, il y avait des enjeux à différents niveaux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais rassemblé pas mal de textes qui sont toutes les parties qui s'appellent les leçons, qui étaient des choses qui avaient été publiées. C'est des vraies interpellations publiques qui ont été publiées et qui sont de quelque part des textes d'interpellation, tu vois. Tu vois, où j'avais écrit au tenté, c'est daté, j'ai envoyé, c'est dans tel contexte, tout ça. Et j'avais ces leçons-là. Et j'avais rassemblé d'autres textes qui existaient déjà. Et l'éditeur, Éditions du Commun, m'a demandé de faire un peu une introduction pour les gens qui viennent pas de l'art, qui peuvent comprendre en fait pourquoi je parle de tout ça. Et du coup, cette introduction est devenue la moitié du livre. En fait, toute la première partie qui s'appelle La nuit de la plantation. Pendant un été, j'ai fait cette espèce de longue introduction. Donc, c'est un texte que j'ai travaillé en assez peu de temps et qui, quelque part, tout est remonté un peu. Donc, c'est plutôt... moi, je m'en serais tenu à un truc plus simple et cette longue introduction est devenue un espèce d'objet qui, en fait, qui répond à la question « Depuis où tu parles ?» qu'on pose souvent aux gens comme une question « Mais qui tu es ? Depuis où tu parles ?» Là, « Depuis où je parle » est devenu un truc depuis une trajectoire familiale, depuis une trajectoire esthétique, depuis une trajectoire amicale, depuis une trajectoire professionnelle. Donc là, j'ai concentré ça. Et là, le souffle de la voix est venu à un moment donné où je me suis rendu compte que je pouvais pas parler de ça avec un détachement théorique, comme on le ferait à l'université ou ailleurs, de parler ça de l'extérieur. J'ai dû mettre mon corps dans cette histoire-là, parce que c'est un peu le sujet. Et donc là, un style s'est imposé à moi, en quelque sorte, pour répondre à votre question. Mais je vais vous dire tant mieux que vous ayez fait cette longue introduction parce que je pense que juste les textes ça aurait été un peu abrupt, alors que là on entre vraiment dans le livre avec un souffle derrière nous, on est porté quoi tout au long. Je trouve que c'est tant mieux que vous ayez fait cette introduction. Vous me permettrez mon avis de lecteur. C'était Non, mais tout à fait, c'est intéressant de le savoir. Moi, j'espérais que ça fonctionne. Un petit détail à rajouter, mais je pense qu'il est important, c'est que par rapport à une époque aussi où j'ai commencé à écrire, ce que j'ai aussi enseigné en école d'art, où les artistes et les jeunes écrivains se font des biographies de Formule 1, même quand ils ont 25 ans, on a l'impression que ça fait 30 ans qu'ils travaillent. Moi, j'ai eu aussi le souci d'honnêteté et de faire comprendre à des gens à partir de quand j'avais compris des choses ou lu des choses.
Au lieu de faire les gens qui savent toujours tout, qui a le syndrome français de j'ai tout lu, je suis déjà au courant. Moi, j'ai essayé de montrer un parcours où il y a tu vois, des zigzags, des compréhensions, découvre ça, tu fais ça et tu comprends ça après, etc. C'était aussi une manière de m'adresser à des gens qui venaient après moi, parce que le livre a eu un certain succès pour les jeunes gens qui arrivaient et pour aussi des gens qui avaient l'âge de mes étudiants, d'être assez honnête sur son parcours intellectuel, ce qui est vraiment pas de mise aujourd'hui. Et Ouais. ça a décomplexé les gens qui disaient, moi, j'ai pas autant lu qu'Olivier Marbeuf, je suis pas autant intellectuel. Et moi, j'ai essayé de déployer, de dire, mais moi, tu sais, j'ai lu au fur et à mesure dans ma vie les choses dont j'ai eu besoin, mais j'ai absolument pas tout lu et tout vu à un temps T, quoi. En tout cas, moi, à 25 ans, j'étais à peine au début de ma découverte du monde de l'art et je voulais le dire, en fait, quoi. C'était très important de dire aux gens, on avance comme on avance, faut arrêter cette fiction toxique qu'il faudrait tout savoir, chacun avance dans son parcours, et cette introduction-là, elle montre aussi comment moi je me suis construit, quoi. Je réfléchis parce que à ce que vous venez de dire, parce que je vois quand même une petite contradiction avec le livre. Je vais lire tout à l'heure là 2 autres extraits et ça s'éclairera. Et à mesure que je parle, je me demande si non, c'est pas du tout une contradiction, c'est la continuité. Mais là, je parle pour moi. Je ferme la parenthèse et je reviens un peu plus tard. Je vais juste rebondir sur ce que vous avez dit sur le langage de l'écrit, parce qu'effectivement, c'est réussi. Hein. Là, je lis mes notes et effectivement, moi, j'ai sur mes notes, je vais vous citer ce que j'ai écrit. J'ai écrit, je cite, je vous parlais et on doit s'immiscer dans votre discours, le recevoir, le comprendre. Et j'ai bien écrit vous parlez et non pas vous avez écrit. Donc c'est vraiment que ce qu'on lit, on l'entend quoi. Il y a vraiment un souffle dans la voix et dans l'écriture. Ça, c'est réussi. Justement, tiens, je voulais citer 2 autres petits extraits. Je vais les citer coup sur coup. Donc c'est page 20 pour ceux qui ont le livre sous les yeux. Donc vous parlez dans cette page de la marche des beurs de 1983. Je cite: de jeunes maghrébins maghrébines sortis de nulle part auraient beau marcher peu après depuis Marseille pour poser leurs baskets sales sur le tapis lunaire de l'Élysée, cela ne serait pas un nouveau grand pas pour l'humanité dans cette décennie 80 aux astres décidément mal alignés. Comme les marcheurs-marcheuses de 1983 avec ses frères et sœurs, Yael allait devoir se contenter de leur super pouvoir d'invisibilité. Yael suivait à la lettre la consigne de leur père qui leur servait accessoirement alors de professeur Xavier de banlieue: ne vous faites pas remarquer. Je vais vous lire un autre passage qui est un peu plus loin. De la cour de récréation jusque dans les soirées traquenards bien plus tard au fin fond de l'Essonne, où des skins avaient eu tort de passer leur samedi soir, Yael voulait régler leur compte au bleu pays de l'humiliation. Mais Yael devait patienter encore, comme patientait le Bruce Lee de Big Boss, leur héros, jusqu'à la mort tragique de son ami, Yu Xu. Alors, je suis désolé, j'ai pas vu le titre. Sushin. Merci. Merci. J'ai choisi ces 2 extraits parce que je trouve que c'est la deuxième caractéristique de votre livre. Donc la première, je l'ai dit avec l'intro, il y a un souffle, mais votre livre, il est aussi très très référencé, mais vraiment. Hein, il y a énormément de culture, de la culture populaire comme de la culture sociologique, on va dire, avec des sociologues qui sont abondamment cités. Donc c'est très référencé. Et il y a aussi un petit côté cryptique qui nous force à réfléchir à ce qu'on lit et à se dire attends, qu'est-ce que ça veut dire exactement, et à mettre de l'ordre dans notre tête en fait. Voilà. C'est exactement ça, à mettre de l'ordre dans ma tête. Oui, à remettre de l'ordre dans la tête. C'est-à-dire que, par exemple, moi, alors j'ai toujours eu un petit peu de mal à avoir des amis. Et puis, quand j'ai eu j'ai eu un pote, je me suis dit, bah tiens, on va manger une de mes pâtisseries préférées. Alors j'ai 40 ans, donc il y a 20 ans, une pâtisserie, c'était les noix de coco chocolatées, qu'on appelait, dans le sud, on appelait ça des têtes de nègre. Je sais, Et ouais. donc je vais alors il est noir mon pote, hein. Donc et moi je vais à la boulangerie et je lui demande ça. Et j'étais tout content de lui montrer un truc que j'adorais manger. Quand on sort de la boulangerie et que je lui donne le truc, il me dit comment ça s'appelle, et je lui répète sa tête de nègre, tête de nègre. Et je comprenais pas pourquoi. Je comprenais pas pourquoi ça s'appelait comme ça s'appelait comme ça quoi. Et j'ai senti que ça le après coup, hein, parce que je l'ai compris après coup, je l'ai pas compris sur le coup.
Et j'ai compris en lisant votre livre que on baigne quoi. C'est ce que dit votre introduction. La France d'alors baigne dans un racisme bon enfant quoi. Oui, oui, qui est atmosphérique, on dit souvent, hein, c'est un racisme atmosphérique, c'est le climat, c'est l'air qu'on respire, et que ça, il faut que quelqu'un à un moment donné le note, mais la perspective même du narrateur, du conteur dans l'histoire, c'est celui qui dit, mais moi, si je regarde les choses d'un autre côté, d'un coup, tu vois effectivement des choses qu'on connaît. Moi, j'aime bien repasser par la culture populaire en disant, mais ça, on connaît tous. Et c'est drôle de le regarder comme ça, parce que ça nous a pénétré aussi, y compris les personnes racisées. Tu as été pénétré par une histoire, je raconte, tu vois, Michel Leb à la télé, le lendemain dans la cour d'école. On a été pénétré par ça. Et donc, c'est quelque chose qui est douloureux, parce qu'en fait, on peut pas dire qu'une seule partie de la société a baigné dedans, mais tout le monde. On a tous baigné dedans, y compris les gens victimes de ce racisme-là, on a baigné dedans. On a chanté, moi, en voiture, sur l'autoroute des vacances, et mis des chansons de Michel Sardou, avec mon père, qui était noir de la Guadeloupe, sans que, avec des années plus tard, quand tu vois les paroles des chansons, tu vois, le bon vieux temps des colonies de Sardou, t'arrives pas à imaginer que c'est ça qu'il chantait, en fait. Tu te dis, mais c'est juste terrible, en fait, de espèce d'ode à la colonisation qui est bon enfant, à la radio, tu vois, là, on parle de gens qui sont à la télé, à la radio. Donc c'est vrai que pour moi, ça c'était un truc qui m'est resté, dont je dis, qu'est-ce qu'on peut faire de cette mémoire qu'on a été pris là-dedans? Comment on s'en sort? Ouais, effectivement, c'est abyssal, c'est vraiment abyssal. C'est pour ça que je dis, ça remet de l'ordre dans la tête, parce que justement, vos travaux, votre livre là, qui m'a fait réfléchir. J'ai cité tout à l'heure les travaux de PDH, ses paroles d'honneur avec Wissam Gzelka. Ça remet en perspective et surtout pour quelqu'un comme moi qui a 40 ans, qui est blanc, ça se voit pas à la radio. Je me rends compte qu'on a vécu dans une ambiance raciste, mais à l'aise quoi. Je veux dire, sans que ça nous frappe quoi, sans qu'on se rende compte, sans que moi je me rende compte que ben, j'ai fait du tort à un pote quoi. Enfin du Mais tort. moi, mais moi, je pense que là, cette question-là, elle vient du fait qu'à un moment donné, il faut que certains Français, notamment ceux qui sont originaires de ces territoires post-coloniaux ou comme moi, des territoires qui sont encore des colonies, on prenne la parole. Une fois qu'on commence à parler et qu'on sort de l'universalisme en disant mais on parle tous, on est un État, on est les Français, tu dis ben, il y a certains Français qui ont moins parlé que d'autres. Et quand nous, on raconte cette histoire-là, d'un coup, ben, ils disent, ah merde, et plein de gens le disent, j'avais jamais imaginé ça, j'avais jamais entendu cette perspective-là, ça change ma manière. Je pense que c'est le phénomène qui, depuis une grosse vingtaine d'années, se produit en France, avec évidemment des contre-feux et malheureusement pour nous, des effets backlash. Mais de manière générale, il y a une prise de conscience que des voix commencent à nous pointer des choses. Moi, ce qui m'intéressait aussi sur cette question très référencée dont vous parliez, c'était quand on travaille dans l'espace universitaire, moi je suis quand même invité beaucoup aussi dans l'espace universitaire, il y a un peu un truc de système de référence qui est, voilà, bah, on écrit et on doit se référer à ceux qui ont écrit avant nous, c'est presque une obligation technique d'avoir des notes de bas de page. Si vous regardez bien dans celui des coloniales, les notes de bas de page, c'est des histoires. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune référence qui est posée en disant tout le monde connaît cet auteur, machin. Je lis toujours le rapport que j'ai à la référence. Et ça, c'est un truc qu'on fait pas à l'université. C'est-à-dire de dire, oui, je vais citer une personne, mais à chaque fois, et les notes de page sont assez longues parfois, j'essaie de raconter ce que la référence veut dire, ou d'où elle vient, ou les comparer les unes avec les autres, chose que dans le monde universitaire, on ne fait pas parce qu'on est parmi ses pairs. Donc moi, je pars du principe qu'il y a un partage de connaissances qui effectivement, moi, les gens qui ont lu le livre ont dit, bah, moi, je prenais après des notes et j'allais voir, en fait, ça, c'est quoi, ça, je connaissais pas. Et donc, ça donne envie aux gens d'aller chercher dans des choses parce que j'espère avoir réussi de montrer que c'était pas juste une érudition gratuite, mais une volonté de partager des trucs que j'avais moi-même appris, en fait. Ben ça a marché, hein. Alors là, enfin en tout cas sur moi ça a marché. Par exemple Big Boss, j'ai vraiment envie d'aller le voir, justement parce que vous racontez que c'est le héros de tous les indigènes, etc. Et je veux savoir pourquoi, qu'est-ce que raconte le film, etc. Donc oui, Il y a une très bonne vidéo sur le site Virage qui a été fait par Maya sur Bruce Lee, un Bruce Lee décolonial, sur la même plateforme Virage où moi j'ai été interviewé. Elle vient de faire un très très bon travail sur Bruce Lee qui je pense vous allez vous régaler. Ah mais c'est parfait. Mais je mettrai aussi le lien du coup Voilà. je mettrai aussi le lien de cette vidéo sur la description de l'épisode et sur notre site internet. J'irai quand même voir le film avant de voir la vidéo pour pour respecter l'ordre. Mais ce que vous venez de dire, cette référence aux notes, etc. Vos notes, elles participent au fait. Il y a un côté roman
entre guillemets, hein, dans votre livre. Il y a vraiment un côté, on est en train de nous raconter une histoire. Par exemple, vous commencez en racontant l'histoire de quelqu'un, on est comme au-dessus de ce qui au-dessus, quoi. On est en train de voir ce qui se passe comme dans un roman, quoi. Et on met du temps à comprendre. Est-ce que vous parlez de vous? Est-ce que vous parlez de votre famille? Pareil. Moi, j'ai mis du temps à comprendre le sens du titre, s'enfuir de la plantation. Et j'ai noté à quel moment je l'ai compris parce que ça m'a. Je l'ai compris au chapitre 4. J'ai même noté la phrase. Attendez. Ah, c'est avec l'autrice jamaïcaine Sylvia Winter. Voilà. Où j'ai compris ce que vous voulez dire la plantation. Je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Vous me dites si j'ai bien compris ou si je me suis planté. Mais pour moi, du coup, j'ai l'impression que vous nous dites que la plantation, c'est pas l'esclavagisme qu'on a connu dans l'histoire passée, c'est-à-dire le noir qui est au champ, etc., etc. Mais la plantation, aujourd'hui, c'est le système d'oppression qui a permis ça, qui perdure encore, un système d'oppression, de captation, de détournement de fonds, et que du coup, ce système de plantation, ben, le cinéma, c'est une plantation, le monde de l'art, c'est une plantation, pardon, j'ai du mal à le dire. Notre mode de pensée, le système de l'esclavage, en fait, il a pas disparu. On est, je dis les minorités, les indigènes sont encore dans un système de plantation. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est dire aussi, faire comprendre en fait que le système capitaliste tel qu'on le voit de manière abstraite, en réalité, a une histoire et que la plantation est un motif très central de cette histoire-là et qu'il faut arrêter de le voir comme un motif passé, sinon on comprend pas ce qui se passe aujourd'hui. Encore, ce qui nous donne encore plus raison, malheureusement, c'est que avec l'émergence du capitalisme autoritaire avec Trump, Musk et aussi les leaders européens, toute l'hypothèse qu'on est encore en plantation devient mais cristal clear, quoi, ça devient transparent. Moi, j'ai écrit ce livre il y a 5 ans, mais en fait, si tu écris ça aujourd'hui, tout le monde comprend très bien qu'en fait, en réalité, ce système, le moment néolibéral du capitalisme, on est gentil, on est pour la diversité, machin, n'est qu'un épisode d'une transformation permanente d'un système qui cache quelque chose. C'est ce que dit Sud décolonial. Et je dois dire que, voilà, avec l'arrivée de Trump-Netanyahou, le cas de l'Israël, par exemple, quand il y a eu Sud décolonial, c'est transparent. C'est-à-dire que le système colonial a continué à fonctionner dans un système plantationnaire dont on voit que les motifs sont animaliser les ennemis, donc sortir la symétrie humaine de ces ennemis pour pouvoir les exterminer, prendre leur sol, donc faire exploiter leur sol, créer des compétitions entre les gens, et ça en fait on vit complètement dedans. Et je dois dire que l'épisode autoritaire quand est en train d'arriver sur nous, je dirais que le livre l'anticipe. Il anticipe aussi l'interrelation entre le capitalisme néolibéral de l'art qui se veut généreux, divers, etc., et un capitalisme autoritaire qui est caché derrière ou en dessous, en disant, ouais, dans tout ce côté sympa de on va accueillir les noirs, on va accueillir les queers, machin, il y a un piège. Et ça, moi, je l'ai travaillé parce que le champ de l'art est mon domaine, et je pense qu'au niveau de la sphère des indigènes et autour de la galaxie PDH, des gens ont travaillé sur d'autres sujets. Ça, mon livre est une contribution sur l'analyse du monde de l'art qu'on a longtemps tenu en dehors des problèmes, quoi. Tu vois, l'art c'est cool, le cinéma c'est bien, tout ça. Là, moi, je m'attaque à des objets qui ont plutôt bonne réputation en quelque sorte. Tu vois, les gens aiment bien le cinéma, bah l'art, tu aimes ou tu aimes pas, mais c'est un peu inoffensif. Et moi, je dis non, et même au sein des indigènes, ou même avec Ouria et quelques autres personnes avec qui j'en ai parlé, l'intérêt pour la culture, en dehors de quelqu'un comme Françoise Vergès, qui, comme moi, a vraiment compris que l'art et la culture sont des champs de bataille et sur lesquels elle a travaillé, on est très peu à s'être attaqué à la question culturelle de cette manière-là. Oui, effectivement, j'étais en train de penser. Vous avez dit que vous l'avez écrit il y a 5 ans. Moi, j'étais tellement persuadé que c'était écrit en 2025 que quand j'ai pris mes notes et que j'ai été voir la note de l'éditeur le copyright, c'est 2022, je crois. C'est sorti en 22, mais il y a les premiers textes les plus anciens du livre datent de 2019, ouais. Voilà, donc c'est actuel quoi comme livre. Et je me rends compte tiens que je n'ai pas parlé de la structure. Donc il y a 3 parties dans votre livre. Il y a la partie l'introduction que moi il faut lire cette introduction. S'il y a qu'un seul à lire sur les 3 parties, c'est l'introduction. Elle est forte. Elle est j'allais dire colère, mais j'y reviens un peu plus tard. Il y a la deuxième partie, c'est le recueil des textes, ça je l'ai dit. Et la dernière partie, c'est un entretien avec une chercheuse. J'ai oublié. Avec un chercheur, avec Aurélien Catin.
Merci. Qui est aussi pareil, comme maintenant en 2025, Aurélien Catin, les gens commencent à l'identifier parce qu'il vient du réseau salariat, qu'il a travaillé sur la continuité du salaire des artistes. C'est beaucoup plus connu ce qu'il fait aujourd'hui que quand on s'est rencontrés pour faire l'entretien, par exemple. Tu vois, c'est aussi ça des choses qui ont complètement changé parce que maintenant il y a un projet de loi qui a été déposé auprès des députés communistes pour défendre la continuité salariale des artistes. C'est tout sauf gagné, mais disons que c'est devenu une affaire dont tout le monde parle. Et moi, j'étais content d'avoir cet entretien-là parce que c'est un marqueur de préoccupation un peu plus ancienne. Et les livres, c'est comme des archives. Hein. Ça rappelle qu'il y a des gens déjà à cette époque-là. Là, on a fait cet entretien pour le livre en 2021, mais on avait déjà fait plusieurs entretiens avant, en 2020 et 2019. Ça montre que j'étais à la recherche d'une intersection entre, je dirais, des questions salariales et syndicales qui sont, on va dire, pour le dire vite, beaucoup plus marquées par des préoccupations de la gauche blanche, quand de l'émancipation, quoi, mais la gauche blanche, lui-même le dit, Aurélien, et à l'inverse, des questions décoloniales et antiracistes qui étaient beaucoup plus marquées par des personnes non blanches et que il n'y avait pas de convergence pour l'instant, alors que je trouve que depuis ces dernières années, notamment avec tout ce qui s'est passé autour de cette plateforme Faire Bloc, Faire Peuple, la convergence entre ces questions-là, qui étaient celles des gilets jaunes, celles des questions salariales, syndicalistes, qui étaient plutôt blanches, et les questions de l'antiracisme politique, il y a quand même une convergence qui est en train de s'effectuer, quoi qu'on en dise, même si elle n'est pas facile, mais en tout cas, elle est en marche, quoi. Il y a aussi, tout à l'heure, vous avez parlé du do it yourself, en grosso modo, que vous avez fait ça. Vous en parlez dans votre livre. Je vais citer: donner des caméras aux indigènes ne suffira pas plus que partager des revenus apparents d'une œuvre ou même une signature. Car une œuvre produit à la fois la valeur d'échange par la vente ou les droits de monstration, mais aussi de la valeur symbolique sur le long terme. Et cette seconde valeur est la plupart du temps peu mise en partage quand l'artiste et la communauté avec laquelle il réalise une œuvre ne vivent pas dans les mêmes géographies ou espaces socio-économiques. Là, vous parlez d'un devenir image. Et si j'ai bien compris, ce devenir image, c'est le fait de voir une œuvre dans toute sa globalité. Ce que vous disiez tout à l'heure, connaître des contraintes, comment savoir à quelle sauce on va être mangé entre guillemets, connaître tout de A à Z, c'est ça qui va décoloniser l'art, comme vous le dites dans le roman. C'est bien ça? C'est la solution? Oui, ben en fait, c'est partagé avec les gens, parce que là, il y a eu un grand moment de mise en scène des collaborations avec les populations indigènes en Amazonie, au Brésil, avec les Noirs. Tu collabores avec des gens minoritaires, mais la collaboration ne signifie pas partage réellement de toutes les ressources. Et donc, moi, je disais aussi, des gens, ils vont faire une œuvre au Brésil dans ou même des anthropologues vont travailler avec des populations soi-disant en collaborant, tout ça. Mais après, quand tu rentres chez toi, tu es au CNRS, tu as une carrière, tu marques des points. Ça, tu le partages pas, en fait, avec les gens. Donc, moi, je dis que la truc décolonisation, c'est une éducation mutuelle. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur des projets où quand on travaille avec des gens du Sud, je veux qu'ils comprennent quels sont les revenus, les enjeux sur le long terme de ce qu'on est en train de faire. Ce qui est beaucoup dissimulé, même par des artistes qui disent on fait de la politique. Regarde, par exemple, on a partagé, on a co-signé l'œuvre et tout. Mais en réalité, on sait très bien que quand tu es artiste, il y a beaucoup de bénéfices de faire un travail qui sont encaissés, mais parfois 5 ans plus tard, parce que tu as un poste de prof, parce que tu as une bourse, parce que ça, tu le partages pas, en fait. Et donc, pour moi, le vrai travail décolonial, c'est de tout partager, y compris sur le temps long, et d'apprendre à nos interlocuteurs ce qu'on fait là. Comment on le fait, dans quelle économie on se trouve, dans quel problème on a. Cette transparence-là de l'échange, même si on vient des géographies différentes, elle est indispensable. Beaucoup de gens diront « Ouais, mais on est dans des mondes différents, ça sert à rien de leur dire tout ça, ils comprennent pas. » Ouais, moi, il faut faire l'effort pour qu'ils comprennent. Une vraie collaboration nord-sud, ça veut dire que les gens doivent comprendre, de dire « Ok, moi donc, toi tu me dis on fait 50-50 sur le revenu de ce film-là, mais toi, comme tu as d'autres bénéfices à venir, moi je proposerais plutôt qu'on fasse 80 pour moi et 20 pour toi, parce que toi, dans 5 ans, tu vas toucher des choses que moi je touche pas. » Si j'avais proposé un truc comme ça, et les gens, ils sont verts quand tu dis ça. Mais je dis, bah oui, mais ça, c'est une vraie décolonisation, c'est une vraie réparation, parce qu'on sait très bien, et moi, j'ai parlé de choses, si tu veux, ce qui est intéressant ensuite décolonial, c'est que le livre a été vécu par une scène de l'art pour quelqu'un qui vend les secrets du palais, quoi. C'est-à-dire que les gens qui savent ça, en fait, ils sont du côté du système. Et donc ce livre-là rompt une espèce de, c'est comme quand Uriah dit trahir sa race pour les blancs, quoi. Tu finis par savoir un truc de dominant et tu vas le dire aux dominants en disant non mais en fait nous on fonctionne. Il y a une forme de trahison
dans celui décolonial, dans le sens, j'espère, noble du terme. C'est-à-dire les gens qui ont ce niveau de connaissance et de compétence ne sont pas censés le partager publiquement et ils sont censés justement le garder pour eux. C'est passionnant parce que, vous voyez, moi, au début, en lisant cette passage-là, j'avais compris que le do it yourself, vous disiez, c'est juste un moyen de production économique. C'est Twitch, c'est YouTube, c'est pouvoir avoir les moyens de faire passer sa voix, quoi. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond et subtil que ça. Et ouais, c'est vraiment passionnant. Je vais vous laisser, en fait, et vous remercier en tout cas pour cet entretien. Et puis, je filme et on continue à échanger. Ça marche. Plaisir. À bientôt, au revoir. Rejoignez nos réseaux sociaux sur Instagram, @radioverse of multiverse ou @la nuit du dimanche. Vous avez envie de rejoindre notre web radio, envoyez-nous un message. De même, pour toute suggestion ou question, envoyez-nous un message. Pour nous soutenir, consultez notre Tipeee La Nuit du Dimanche. Tous les liens sont dans la bio ou dans la description de l'épisode.